Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Au moins quelqu'un? Salut Seb. Bonjour Nora. Je vais pas dire bonjour à tout le monde, hein, mais... Ok, a priori ça marche bien. On va attendre encore quelques secondes. Bonjour tout le monde au dernier. Ça continue de monter, donc ça y est, j'ai perdu la connexion. Non, c'est revenu. C'est un peu bizarre cette histoire. Ok, donc bonjour à tous. Je vais juste faire un petit rappel. Donc il y a un chat en bas à droite de votre écran qui vous permet de poser des questions, d'intervenir, de- voilà, si vous avez des remarques, des questions, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Donc moi je suis devant l'écran, mais il y a le reste de l'équipe qui est derrière le clavier. Donc ils peuvent aussi répondre directement dans le chat, ou alors à un certain moment je ferai des petites pauses et je regarderai s'il y a des questions. Donc n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Je ne vais pas forcément m'interrompre immédiatement, mais j'essaierai de revoir tout ça à la fin. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, ce webinaire sera enregistré. Donc si des collègues à vous souhaitent le revoir, on vous le rediffusera à la suite dans la newsletter Kiwi Backup. Donc je crois que les derniers arrivés sont là. Donc on va pouvoir commencer. Donc le sujet du jour, c'est un petit peu, comme on fait un peu tous les ans en début d'année, un petit rétrospective de la cybersécurité de 2022, et puis voir un petit peu quels sont les enjeux pour la prochaine année, les nouveautés, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui reste identique, et on va essayer de parcourir un petit peu tout ça. On en a pour ouais, à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, si je parle pas trop. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Donc, je suis Sébastien Heitzmann, le gérant et directeur technique de Kiwi Backup. Kiwi Backup, j'en parlerai un petit peu plus en détail à la fin. C'est un logiciel de sauvegarde de données. Et donc, on intervient dans le domaine de la sécurité, puisque la sauvegarde est un des piliers de la cybersécurité. Pas le seul, évidemment, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc au sommaire, comme je vous ai dit, il y a deux parties. Une première partie sur petite rétrospective 2022, un petit bilan. Il y a différentes études qui ont été publiées sur la cybersécurité pendant l'année. Voilà, c'est juste faire une petite revue de presse par rapport à tout ça, un peu de savoir qui aujourd'hui sont les attaquants les principaux, et ensuite une partie sur 2023, un petit peu de prospective en disant voilà qu'est-ce qui va changer, quelles sont les nouvelles menaces qui planent aujourd'hui, et revenir évidemment sur les actions à mener pour se protéger contre ces menaces, et une petite présentation de Kiwi Backup à la fin de nos solutions qui permettent en partie de se protéger contre ces menaces. Il y a également des changements réglementaires, on y reviendra également à la fin. Donc, état des lieux des cyberattaques en 2022. Donc, voilà, le contexte est un petit peu incertain. Voilà, vous savez tous que voilà, il y a une guerre qui a passé son année maintenant. Ça fait plus d'1 an qu'il y a une guerre aux frontières de l'Europe. Tout ça crée des incertitudes avec la Russie qui n'est plus, qui est persona non grata aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses qui ont bougé par rapport à ça.
des changements d'approvisionnement, des enjeux un petit peu plus géopolitiques. On est toujours un petit peu aussi dans le Covid, même si là on en voit la fin, j'espère que ça ne reviendra pas, mais il y a de nouveaux modes de travail qui ont été mis en place pour le Covid qui perdurent encore aujourd'hui avec le télétravail notamment. Et puis on a une inflation qui augmente, qui fait qu'il y a un impact un petit peu sur les budgets informatiques et de protection des entreprises. Donc voilà, tout ça, c'est pas neutre et ce contexte fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent par rapport à ça. Donc il y a différents chiffres. Alors j'en ai d'autres un petit peu plus loin. Sur les entreprises touchées par les cyberattaques en 2022, il y a 86% des entreprises. Alors moi, ça me paraît énorme. Mais après, tout est question de définition en fait de ce qu'on entend par une cyberattaque. Si c'est recevoir un mail de phishing, voilà, tout le monde, on peut dire 86%, c'est pas beaucoup. Si c'est se faire voler des données, c'est énorme. Donc voilà, c'est toujours aussi une question de définition. Selon les études, il y a une définition un petit peu différente. Mais en tout cas, ce chiffre est quand même assez impressionnant et laisse un petit peu perplexe. Donc aujourd'hui, c'est aussi des coûts énormes, hein, les attaques, les cyberattaques ont des coûts estimés à 10 000 milliards de dollars pour les entreprises. Donc voilà, on dit toujours la protection, ça a un coût, mais ne pas se protéger, ça en a un bien plus important. Donc voilà quelques éléments de chiffres. Donc quels sont les types d'attaques? Ça, c'est un petit peu un slide un peu générique sur les différents types d'attaques qui existent aujourd'hui. Alors plutôt en 2022, mais évidemment, on retrouvera les mêmes types en 2023 avec quelques petites nouveautés. Donc le premier, aujourd'hui, celui dont on entend parler dans la presse, à la télé, même les médias grand public, c'est les ransomware. Donc le principe, c'est d'aller chiffrer les données d'une entreprise et de réclamer de l'argent en échange du déchiffrement. Donc c'est un business qui marche très très bien aujourd'hui. Donc pour l'instant, les pirates font beaucoup de beurre avec ça. Ensuite, il y a du déni de service qui peut être un peu couplé au ransomware. Un déni de service, le principe, c'est d'aller éteindre un service à distance. Par exemple, si je prends, je ne sais pas moi, un site grand public, lemonde.fr, si vous voulez arrêter le site, il suffit d'envoyer des centaines de millions de requêtes et de paquets sur les serveurs. Et à ce moment-là, le service s'arrête. Et ça peut mettre la pression aussi sur une entreprise pour dire, voilà, si vous ne me payez pas une rançon ou autre, je dégrade vos services. Les logiciels malveillants, c'est un petit peu un mix de un petit peu tout ça, mais on peut aussi avoir des logiciels qui sont cachés et qui extraient des données et qui le font de manière invisible. Donc ça, c'est un petit peu plus sournois pour aller extraire des données et puis les republier derrière ou les utiliser à d'autres fins. L'ingénierie sociale, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais voilà, c'est aussi un des secteurs qui monte beaucoup, parce qu'aujourd'hui, un humain est faillible et c'est un peu plus facile parfois d'attaquer les êtres humains et leur manière de travailler que d'aller attaquer des choses purement techniques. Donc c'est plus facile aujourd'hui d'obtenir des informations en passant un coup de fil que d'aller attaquer un routeur ou des choses comme ça. Voilà, les spyware, vol de données, c'est un peu la même chose qu'un ransomware, sauf qu'on extrait les données avant de demander une rançon. Et souvent, c'est couplé. On a les deux. Le dernier webinaire, j'ai expliqué un petit peu comment s'était passée l'attaque sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Et il y avait vraiment un couplage des deux. C'est-à-dire, on extrait des données de santé et ensuite, on demande une rançon pour déchiffrer les données en menaçant de divulguer des informations. Une petite attaque un peu de tendance aussi, c'est le deepfake. J'y reviendrai un petit peu plus tard avec quelques exemples intéressants. Quelques chiffres. Alors, ça vient d'une étude du baromètre Césine. Donc, la définition là d'une attaque, c'est quelque chose qui a eu un impact réel sur la production. Donc, 52% d'entreprises françaises
sont victimes et qui ont dégradé leur informatique ou leur fonctionnement. Voilà, moi, quand je vois ça, je trouve ça énorme. Mais il paraît que c'est à sa baisse. Donc, bon, ça veut dire quand même une entreprise sur deux qui se fait chiffrer des données ou qui perd des informations ou éventuellement qu'il y ait des fuites, etc. C'est quand même assez impressionnant. La France est plutôt dans les cibles privilégiées. Donc, le premier, c'est les Pays-Bas. Et en Europe, on est parmi les plus grosses cibles. Après, voilà, ça s'explique aussi par la taille du pays, etc., etc. Et 20% des entreprises sont touchées par des ransomware, ce qui est aussi un chiffre assez incroyable. Et 74 déclarent que le phishing, alors là, c'est plutôt sur une enquête qui a été faite où on a demandé aux dirigeants quels étaient les vecteurs principaux d'attaque. Et clairement, le phishing est bien devant tout le monde. Et le phishing mène ensuite au ransomware qui mène à l'extraction de données, etc., etc. Donc, en fait, le point d'entrée principal des attaquants, ça reste le mail, avec de l'usurpation d'identité, avec des choses comme ça. Non, c'est pas là qu'il faut que je clique. Donc, les différents secteurs d'activité touchés. Donc, on a traditionnellement le secteur public, les hôpitaux, ça on l'avait déjà bien en 2022. On voit apparaître aussi d'autres secteurs comme le commerce, le tourisme, les services aux entreprises, les services informatiques, tout ce qui se numérise en fait. Aujourd'hui, le service public est de plus en plus numérisé. Les hôpitaux aussi, il y a beaucoup d'informatique dans les hôpitaux, l'informatique médicale. Et donc, dès qu'il y a beaucoup d'informatique, ça devient des cibles privilégiées. Et de préférence, les cibles, c'est ceux qui peuvent payer et qui vont être à même de payer une rançon parce que l'attaquant va pouvoir avoir un impact fort sur le fonctionnement. Si on attaque un boulanger, ça ne l'empêchera pas de faire du pain. Si on attaque un hôpital et qu'il ne peut plus faire d'opération, c'est un peu plus impactant. Donc voilà, c'est un peu normal qu'on retrouve ces secteurs d'activité-là sur les cibles privilégiées. Donc les nouveautés, c'est le tourisme qui aussi se numérise beaucoup avec les plateformes de réservation et autres. Et le commerce de plus en plus avec du e-commerce voilà, qui prend beaucoup de place. Une petite carte de France des attaques dans le secteur public. Hein. Donc là, c'est vraiment que le secteur public et c'est les déclarations d'attaque. Il y a sans doute encore beaucoup plus que ça, mais on a quand même 14 régions sur 22 qui ont été attaquées. 22, je ne sais pas si je suis un jour par rapport au nombre de régions, mais 36 hôpitaux, des syndicats intercommunaux, des mairies, etc. etc. Voilà, 80 déclarations publiques d'attaques, c'est considérable par rapport à la population française et au nombre de régions, c'est quand même énorme. Donc sinon, sur la carte, on voit clairement, voilà, c'est évidemment là où il y a les plus grosses mairies et là où il y a le plus d'habitants qu'on retrouve le plus d'attaques. Mais voilà, il n'y a pas de secteur privilégié, il n'y a pas une zone géographique qui est plus visée que l'autre. On retrouve un petit peu plus. Bon, on voit quand même que le Grand Est est assez épargné, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'on est un peu plus vigilant sur la cybersécurité. On va dire ça. Là, on retrouve en fait un petit camembert des secteurs d'activité les plus impactés. Alors, voilà, en premier, les administrations publiques, les services numériques, le cloud et compagnie, les services généraux publics, etc., la finance, la santé, le transport, l'énergie, etc. Moi, j'ai un peu envie de mitiger un petit peu cet élément-là par le fait qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font attaquer et qui ne déclarent pas les attaques. Donc le service public ont des procédures, etc. Ils sont obligés de déclarer tout incident de sécurité. Je pense qu'un garagiste qui se fait crypter son PC, il va juste en acheter un autre et il ne déclare rien du tout. Donc c'est aussi à tempérer par rapport au taux de déclaration. Je pense que la réalité est plus proche d'un équilibre entre les différents secteurs d'activité
que ce qu'on peut retrouver dans ces camemberts-là. Donc voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas une administration publique que vous n'êtes pas une cible. C'est surtout ça qu'il faut voir. Alors les différentes causes, quel est le vecteur d'attaque le plus fréquent? C'est toujours le même, hein. Ça c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis de nombreuses années. C'est le facteur humain. 82% des cas, il y a quelqu'un qui a cliqué sur un bouton où il ne fallait pas et qui introduit volontairement une charge virale, quelque chose qui n'est pas censé se passer. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les systèmes de sécurité sont quand même c'est bien fait. On ne peut pas rentrer dans n'importe quel système comme ça sans protection. Par contre, l'humain, il a besoin de rentrer dans ces systèmes pour travailler. Et donc, c'est plus facile de s'appuyer sur lui pour lui faire quelque chose qu'on ne peut pas faire de manière technique à distance. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attaque purement technique, hein, mais aujourd'hui, la plupart des entrées, les points, les grosses attaques qu'il y a eu, c'est toujours avec un point d'entrée humain quelque part, avec quelqu'un qui a laissé traîner un mot de passe, qui a ouvert une pièce jointe suspecte, etc., etc. Alors je tempère un peu parce que en fait aujourd'hui ça devient très compliqué de savoir ce qu'est un mail légitime et un mail pas légitime. Parfois on a des choses qui ont l'air très très légitimes et parfois on a des choses légitimes qui ont l'air très très louches. Donc moi-même de temps en temps je me pose la question et je n'ouvre pas des mails qui sont pourtant des vrais mails qu'on m'envoie et ça devient très très compliqué. Le deuxième facteur, c'est les attaques par des services tiers. Aujourd'hui, toute entreprise utilise des services dans le cloud, une compta en ligne, je ne sais quoi, un CRM, on va stocker ses données dans Office 365, gérer ses mails par Google, etc., etc. Et tous ces services-là, ils ne sont pas gérés par l'informatique de l'entreprise et ils sont aussi potentiellement à la fois impactés par une attaque sur eux-mêmes, mais également ils peuvent impacter la sécurité de votre propre système. Si vous avez un système de partage de fichiers avec un Google Drive ou un équivalent, si Google Drive se fait attaquer et introduit un virus, vous êtes aussi potentiellement une cible. Alors là, c'est peut-être un exemple un peu extrême, mais si vous utilisez des services un petit peu moins gros que Google, voilà, faites attention quand même à vos contrats et à la sécurité des fournisseurs que vous utilisez et qui font partie de vos systèmes d'information. C'est un élément essentiel. La dernière attaque sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, c'était par un tiers. Un VPN mal configuré chez un tiers qui a permis de rentrer dans l'hôpital et de rentrer sur le système d'information. Donc ça, c'est vraiment un des éléments importants à regarder. Ensuite, le télétravail, c'est un petit peu la même idée, sauf que là, c'est les personnes qui travaillent qui ont un accès distant. Et pour peu que ça soit ça s'est fait un peu vite à cause du Covid, parce que tout le monde avait besoin de VPN vite fait, bien fait, et c'est pas toujours été fait dans les règles de l'art, et ça rend la sécurité du système un petit peu plus bancale parfois. Donc attention à bien sécuriser les postes, même s'ils ne sont pas dans l'entreprise, et à sécuriser les accès. Le VPN, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas un outil de sécurité, c'est un outil pour élargir son périmètre et inclure dans votre périmètre de l'entreprise un poste qui n'est même pas forcément configuré par vous. Et donc, en gros, on étend le réseau de l'entreprise au domicile des salariés et on ne sait pas trop ce qui se passe dans le domicile du salarié. Il peut y avoir d'autres éléments. Voilà, donc ça dépend des VPN, il y en a qui gèrent ça bien, mais ça peut être une voie d'attaque. Et ensuite, voilà, souvent les causes, c'est aussi un défaut de protection. On n'a pas mis en place tout ce qu'il faut faire pour protéger ça. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est le dernier point. Les principaux, c'est quand même le facteur humain. Donc un firewall mal configuré, voire des données mises à disposition en public, hein, ça s'est déjà vu, il y a eu des choses comme ça, des fuites d'informations, simplement parce qu'il n'y avait aucune protection mise en place. Donc ça, c'est quelque part aussi un défaut humain, c'est qu'il y a eu un manque de
lucidité sur ce point-là. Donc, qui sont les cyberattaquants? Aujourd'hui, il y a différents types d'acteurs. Donc, il y a des acteurs parrainés par des États. Donc, souvent, c'est un peu un mix entre des criminels, des mafias, mais soutenus un petit peu tolérés par l'État. Donc, il est un peu de notoriété publique que la Russie encourage des acteurs de la cybercriminalité en ayant un pacte de non-agression. C'est-à-dire, vous vous attaquez pas à mon pays, et en échange, je vous fous la paix et vous allez pouvoir faire de l'argent en attaquant d'autres pays, de préférence ceux qui ne sont pas du même bord, évidemment. Donc voilà, si vous êtes un cyberpirate russe et que vous attaquez les États-Unis, vous êtes plutôt bien vu. Voilà, faudrait pas que vous touchiez à des services russes, sinon c'est goulag. Voilà, donc il y a des acteurs comme ça qui sont un peu soutenus par l'État. Il y a aussi des mafias cybercriminelles qui génèrent aujourd'hui des chiffres d'affaires assez impressionnants, qui sont au-delà du trafic de drogue et tout ça. Il y a quelques hackers pour le compte d'autrui, donc ça c'est un petit peu les services, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, de ransomware as a service. Et on a une petite frange aussi d'activistes. C'est des gens qui, voilà, l'IT Army for Ukraine, donc des gens qui se sont constitués en armée cyber en disant, voilà, nous, on va défendre une cause. Donc il y a les Anonymous aussi, depuis quelques années, même s'il y a eu quelques arrestations, mais ils sont toujours présents, et qui attaquent des sites au nom d'une cause en défendant des principes et des valeurs. Voilà, après, c'est pas forcément les mêmes il y a un peu de tout dans cette catégorie-là. Alors, quelles sont les motivations principales des attaquants? Alors, le graphique est un peu compliqué à lire, mais je vais vous l'expliquer. Le gros pâté à droite ici, c'est des motivations financières. Donc, le principal motivation aujourd'hui des attaquants, c'est de faire de l'argent. Et on peut dire que ça marche plutôt bien pour eux. La deuxième grosse motivation, c'est la géopolitique. Donc aujourd'hui, on a pas mal d'attaques attribuées à la Chine, aux États-Unis, aux Russes, etc., en réponse à d'autres attaques, etc., etc. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, les deux principales motivations, c'est quand même d'abord de faire de l'argent, et en deux, des revendications géopolitiques. Aujourd'hui, ça devient. Il y a des armées cyber qui sont en train de se monter dans pas mal de pays, et c'est une armée au même titre que la marine ou l'aérospatiale, ou des choses comme ça. Et le troisième, c'est on ne sait pas, donc ça, c'est pas très intéressant si on ne sait pas. Aujourd'hui, les outils de hacking, si vous allez dans un tabac presse, vous allez voir que des magazines pour vous apprendre à hacker, il y en a quelques dizaines qui sont publiés aujourd'hui. Alors, ça reste des choses assez simples, assez basiques, mais ça permet quand même des choses assez. C'est des projets open source la plupart du temps, et qui sont présentés comme des outils de pseudo-défense, attaque. Voilà, ça me permet de tester la vulnérabilité de mon site, mais en même temps, ça permet d'attaquer d'autres sites. Donc, il y en a un particulièrement connu, c'est Metaxploit, qui est une base de données, un genre de Wikipédia de toutes les attaques possibles. Et en fait, vous le déployez, c'est hyper simple. On dit, voilà, j'attaque tel site, je clique sur tel bouton et je déploie tous les exploits qui ont été développés par des gens un peu plus compétents. Et aujourd'hui, ces outils-là, ils sont à disposition du grand public, et n'importe quel script qui lise, comme on dit, est capable de les mettre en œuvre et d'attaquer massivement les sites. Après, c'est une autre chose de le faire de manière discrète et de ne pas se faire attraper. Ça, c'est encore autre chose. Donc, voilà. En tout cas, les outils sont disponibles et un petit peu à tout le monde. Et ça permet aussi d'apprendre la cybersécurité
voilà, de faire des tests d'attaque sur ses propres outils, etc. Les grandes tendances aujourd'hui de 2022, c'est la concentration. Aujourd'hui, à une époque, il y avait des dizaines et des centaines de groupes d'acteurs, de pirates. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'acteurs et de plus en plus gros. Donc, il y a une concentration, notamment dans ce qu'on appelle le RAS, donc le Ransomware as a Service. Aujourd'hui, il y a quelques plateformes qui vous permettent de louer des logiciels pour faire du ransomware. Donc, vous dites, voilà, je vais attaquer telle plage d'IP. L'outil vous est fourni avec un support technique, avec une documentation, avec un service de support, etc. Enfin, j'ai un petit peu plus développé ça dans le dernier webinaire. Mais voilà, vous payez et en échange, vous reversez 20% de votre rançon à cette plateforme qui grossit et qui améliore ses outils au fur et à mesure. Donc, j'ai parlé notamment de Logbit la dernière fois. C'est plusieurs centaines de milliards de dollars de revenus. Donc, c'est quand même des très, très gros acteurs et qui prennent pas trop de risques parce qu'ils vous fournissent l'outil, mais c'est pas eux qui font les attaques, en théorie. Donc, en gros, celui qui prend le risque, c'est toujours le petit trafiquant. Et le gros acteur, il se cache derrière le fait qu'il fournit juste des outils. Il y a eu d'autres cas, notamment sur l'espionnage, avec des outils fournis par des sociétés israéliennes sur l'écoute de notre président, d'ailleurs. Voilà, c'est toujours un petit peu la même histoire. On se présente comme étant juste un fournisseur d'outils et pas responsable de l'usage qui en est fait. Donc, les principaux acteurs, donc on a Logbit dont j'ai déjà parlé, on a Hive qui a été sérieusement étété en janvier 2023, donc avec une vague d'arrestations par le FBI. Logbit, il y a eu des arrestations également au Canada, mais c'est des groupes un petit peu disparates et donc qu'il est compliqué de faire disparaître entièrement. Donc, si on arrête 4 personnes, 5 personnes, même si c'est des dirigeants, c'est des choses qui reviennent assez rapidement, ils changent de nom, les outils sont toujours là, et c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il se passe des choses, il ne faut pas croire que les autorités ne font rien. Ils sont quand même très recherchés, il y a une mise à prix de 10 millions de dollars sur les dirigeants de Logbit, par exemple. Donc voilà, si vous avez des informations sur les gens, n'hésitez pas à en parler à nos amis. J'avais un autre élément, c'est notamment, dont on parlait tout à l'heure de DDoS. Donc il y a Akamai qui a publié là, en septembre, récemment, le record d'attaque avec une attaque en déni de service sur un site client de Akamai avec 700 millions de paquets envoyés par seconde. Donc 700 millions de paquets, je ne sais pas si vous imaginez un peu le débit que ça fait. Forcément, donc Akamai a des systèmes de protection pour éviter ça, donc ils ont mitigé l'attaque. Mais si vous avez un serveur derrière qui n'est pas protégé par des outils anti-DDoS, avec 700 millions de paquets par seconde, vous êtes mort. Donc il n'y a aucun système qui survit à ce flux d'informations. Donc c'est important aussi d'avoir des protections contre ces outils-là. Donc, je vais juste jeter un œil s'il y a des questions. Pas de questions. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques par rapport à ça. J'en profite pour faire une petite pause de 30 secondes avant d'attaquer la partie sur 2023. Donc en 2023, qu'est-ce qui peut changer en 2023? Il y a quoi s'attendre? Donc évidemment, il faut vous attendre à ce qu'il y ait déjà tout ce qui s'est passé en 2022, plus un certain nombre de choses qui sont un peu des innovations de l'année. Donc notamment le reverse phishing. Alors le phishing, c'est du voice phishing, c'est-à-dire au lieu de vous envoyer un mail, on vous envoie un appel téléphonique, un SMS, un appel WhatsApp ou quelque chose comme ça, et on vous dit rappelez-moi
parce que votre paquet n'est pas arrivé. Tout le monde a déjà reçu ce genre de choses. Il faut cliquer ici, etc. Ça s'appelle du reverse phishing. Et c'est fait de manière vocale. Et le principe, c'est que ce soit vous qui appelez le numéro qui vous est envoyé sur généralement des numéros surtaxés. Enfin, après, il y a différents types d'attaques de ce type-là. La chose qui est assez nouvelle aussi, c'est le clonage vocal. Aujourd'hui, avec n'importe quel enregistrement vocal de la voix de quelqu'un, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez. C'est-à-dire, il y a des outils comme ça qui existent qui vous reproduisent le son de votre voix et vous tapez le texte que vous voulez et grosso modo, vous pouvez créer des messages vocaux qui ont l'air de provenir de votre patron, de votre femme ou je ne sais quoi, et du coup d'usurper une identité vocale. Donc attention à ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui on s'appuie beaucoup sur la reconnaissance vocale en disant oui, je connais cette personne au téléphone, j'ai l'habitude de la voir. Faites attention, ça pourrait être aussi une attaque. Donc les systèmes d'authentification où simplement on dit je connais telle personne parce que je reconnais sa voix, c'est plus très très fiable. Donc j'ai pas essayé, mais effectivement c'est des outils qui sont aujourd'hui accessibles au grand public. Aujourd'hui, il y a la révolution d'IA aussi. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT ces derniers temps. Enfin, ceux qui n'en ont pas entendu parler, je pense que vous étiez en vacances. Mais qu'est-ce que ça change dans la cybersécurité? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des mécanismes anti-spam, anti-phishing s'appuient sur des signatures ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, avec l'IA, on peut générer 200 000 mails, tous différents les uns des autres, qui disent la même chose. Avec des outils comme ChatGPT, on peut faire ça facilement. Il suffit de faire varier quelques mots dans la phrase et de générer des messages qui sont uniques, donc beaucoup plus difficiles à détecter de manière heuristique que des messages qui seraient répétés 1000 fois. Un message de spam, aujourd'hui, si vous l'envoyez à 10 000 personnes et qu'il y en a 3 qui cliquent que c'est du spam, les 9 000 autres ne le reçoivent pas. Et si les messages sont différents, ce mécanisme-là ne marche plus. Donc attention, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué de se protéger contre ce genre d'outils et ça va continuer. Aujourd'hui, l'IA permet aussi de produire du code malveillant. Donc là, le développement fait par des IA, je suis un petit peu plus sceptique, mais disons qu'il y a eu quelques études qui ont montré qu'on peut faire des choses comme ça. Moi, je pense que ça permet plutôt donc là, je vais continuer en descendant, d'aller détecter des failles de vulnérabilité en lisant du code de logiciels open source, par exemple, et d'aller détecter des failles zero day qui n'ont pas été détectées encore par l'utilisateur et de les exploiter pour attaquer des systèmes. À partir du moment où on a le code source, on peut aussi aller analyser soit manuellement, mais c'est beaucoup plus long, soit via des outils un peu de scan, enrichis par de l'IA pour dire, voilà, là, il y a une faille, est-ce que je vais être capable de l'exploiter, de développer automatiquement avec des outils performants des exploits pour utiliser ces failles, et tant qu'elles sont découvertes par personne, il n'y a évidemment pas de patch qui sont publiés, et ça permet d'avoir un petit peu d'avance. Les voitures connectées, aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus connectées au monde. Ça devient aussi des cibles d'attaque. Si vous pouvez interdire on pourrait imaginer un ransomware de voiture, on vous dit le matin, merci de payer 500 € si vous voulez que je démarre votre voiture. Donc ça serait un petit peu embêtant, et aujourd'hui, c'est des choses qui existent. Alors, c'est pas que sur les voitures, ça existe sur les avions, sur tout véhicule aujourd'hui et tout objet connecté, une voiture étant un objet un petit peu complexe, mais les objets connectés aussi sont des cibles privilégiées. Bon, il y a des petits changements de réglementation aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire des objets connectés avec des mots de passe standards ou des choses comme ça. Ça devient, pour avoir la norme CE, il faut que le mot de passe soit différent pour chaque numéro de série. Donc des choses comme ça pour éviter justement que les attaques soient trop faciles à mettre en œuvre. Alors, quelles actions pour se protéger contre toutes ces menaces?
Donc, il y en a un certain nombre. Je vais un petit peu les parcourir. Donc, le premier, c'est de mettre des systèmes de protection basiques, au moins un antivirus. Aujourd'hui, c'est indispensable. Un firewall en entrée, des espaces de travail chiffrés. C'est-à-dire que ne laissez pas transiter sur votre réseau des données en clair, des choses comme ça. Donc ça, évidemment, a priori, tout le monde a déjà ces outils-là. C'est inclus dans Windows aujourd'hui, il y a un antivirus de base, il y a un firewall qui est installé, donc voilà, le désactivez pas, évidemment. Mais disons que cette partie-là, c'est assez basique. Le deuxième point qui est un petit peu plus compliqué, c'est la sensibilisation des équipes. Donc, quand on est 5 personnes, c'est plus facile, mais évidemment, une entreprise de 300 ou 5000 personnes, c'est de les former au risque, leur expliquer ce que c'est qu'un phishing, comment on doit gérer sa machine quand on est en télétravail, leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une attaque au président, à un comptable, des choses comme ça. Donc ça passe par des sensibilisations qu'il faut répéter, parce que le personnel change et c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que c'est acquis. Le troisième point, donc, qui nous tient particulièrement à cœur chez Kiwi Backup, c'est la sauvegarde. Donc, sauvegardez vos données, externalisez-les, parce que si vous les sauvegardez à l'intérieur de votre système d'information qui est entièrement chiffré par un cryptovirus, ça ne sert à rien. Donc, il faut l'externaliser, avoir un historique assez long sur le backup. Donc, notamment, voilà, sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes, il y a 23 jours entre l'attaque et la déclaration de chiffrement. Donc, si vous n'avez pas un historique d'au moins 30 jours, ça ne sert à rien non plus, donc c'est important. Et la sauvegarde, il faut la faire, mais il faut aussi la tester. Donc, faites des tests de restauration, parce que c'est pas au moment où tout est par terre que c'est le moment de se dire tiens, en fait, j'ai oublié de sauvegarder tel point. Ensuite, le patch management, mettre à jour les systèmes. Là, on a eu, il y a 15 jours, je crois maintenant, une attaque virulente sur VMware, sur les ESX VMware. En fait, une attaque qui a contaminé, je crois, 15 000 systèmes en moins de quelques jours, en utilisant une faille qui était connue depuis 2021, donc qui était corrigée et patchée depuis plus de 2 ans. Et les attaquants se sont servis de cette faille qui est publiée avec des exploits et tout, donc c'est très très facile, et qui attaque des systèmes qui n'ont juste pas été mis à jour depuis 2 ans. Donc moi je trouve ça incroyable, donc faites vos mises à jour de sécurité. Donc si vous ne le faites pas tous les jours, faites-le au moins tous les 2 jours. Quand je dis ça, c'est pas une blague, hein. Aujourd'hui, quand on veut maintenir un système en sécurité, c'est important de faire ces patchs très 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 régulièrement. Une fois par mois, c'est pas suffisant. En un mois, un attaquant, ils ont eu le temps d'intégrer cette nouvelle faille dans Loki, et puis vous êtes une cible facile. Donc, dès qu'un patch est publié, il faut le mettre à jour le plus rapidement possible. Ensuite, on a la sécurité des outils cloud. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est la chaîne de sous-traitance. Quand vous déléguez un service sensible de votre entreprise à un tiers, assurez-vous que ce tiers soit suffisamment protégé, qu'il fasse correctement son travail, éventuellement qu'il a des certifications ISO 27001 et autres, qu'il a un système de management de la sécurité, qu'il a ce qu'on appelle un SMSI, une PSSI, une politique de sécurité du système d'information. Demandez-lui si c'est pas ce que c'est, inquiétez-vous. Donc, et surtout sur des outils externes qui sont sensibles. Je parle du mail. Aujourd'hui, si on héberge son mail chez un acteur qui n'est pas suffisamment protégé, aujourd'hui, avec un mail, on usurpe l'identité de n'importe qui et on accède à tous ses comptes très facilement, parce qu'il y a toujours un système de récupération du mot de passe par mail. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'authentification multifacteur, aujourd'hui, si vous voulez éviter ça, mettez du double facteur partout.
tous les comptes sensibles devraient avoir une protection. Alors le SMS, c'est en train d'être aussi un petit peu délicat parce qu'il y a des attaques qui ont été publiées sur ce sujet-là, mais le multifacteur est indispensable. Donc, si vous avez un compte, vous gérez votre mail, votre LinkedIn, votre Google, votre Office 360, etc., c'est indispensable. Parce que vous pouvez vous faire voler un mot de passe. Les mots de passe aujourd'hui sont publiés sur des sites. Il y en a des millions, des listes de comptes avec des mots de passe sur des millions de personnes. Si vous n'avez pas un multifacteur, il y a de fortes chances qu'il y ait au moins un de vos comptes qui soit impacté. Donc, l'authentification multifacteur, c'est pour les SaaS, oui, évidemment. Tous les SaaS que vous utilisez, ça serait bien que les comptes admin, au minimum, aient une double authentification. Alors là, par contre, il faut se battre avec les utilisateurs, hein, parce qu'ils n'aiment pas trop ça. C'est compliqué, je dois avoir mon téléphone avec moi, etc., blablabla. Les utilisateurs ne sont pas toujours très, très friands de ce genre de choses, mais c'est quand même un élément de sécurité indispensable. Nous, chez Kiwi, on a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'on interdit certaines fonctionnalités sensibles si on n'a pas une authentification multifacteur. Donc, si vous avez un compte chez Kiwi, vous pouvez vous connecter et visualiser un certain nombre de choses, mais vous ne pouvez pas faire de restauration, par exemple. Vous ne pouvez pas accéder aux données, vous ne pouvez pas faire un certain nombre de choses. Donc, c'est un peu un espèce de mix entre trop de sécurité qui enquiquine vos utilisateurs et une incitation assez forte quand même à faire tout ça. Donc oui, tout ce qui permet en fait de faire de la restauration, d'accéder à des informations sensibles est protégé par un double facteur. Mais on laisse quand même les gens rentrer pour avoir au moins un premier aperçu et leur dire pourquoi on leur dit de faire un double facteur. Il y a 2023, il y aura quelques changements de réglementation. Donc il y a la Commission européenne qui a pas mal travaillé sur le sujet, avec notamment deux. Alors, on a encore regardé tout à l'heure avec Céline les différents nommages de tous ces outils-là. On trouve un petit peu de tout. Donc il y a le Digital Operational Resilient Act, il y a NIS 2, il y a etc. Il y a plein de dénominateurs, mais en gros, je vais vous résumer ça en deux secondes. La Commission européenne incite fortement à ce que la cybersécurité soit prise au sérieux par l'ensemble des entreprises de la région, du continent européen. Et l'idée, c'est un petit peu de faire du RGPD, mais de la cybersécurité. Donc, il y a des renforcements, notamment un élargissement des réglementations NIS. Donc, NIS, c'est je ne sais plus exactement, mais jusqu'à présent, ça protégeait uniquement les services sensibles, donc ce qu'ils appellent les OVA, les organismes vitaux. Donc, jusqu'à présent, c'était les opérateurs téléphoniques, les grosses banques, etc., etc. Et là, l'idée, c'est d'élargir à tous les acteurs du cloud, à tous les gens qui ont un petit peu des données sensibles sur les citoyens et de leur imposer un certain niveau de sécurité. Et donc, ce règlement a été adopté par l'Union européenne et donc tous les pays de l'Union européenne ont 19 mois pour le transformer dans leur réglementation locale. Donc, il y aura des changements par rapport à ça. Et en gros, on va demander à tous les acteurs du cloud européen d'être au minimum ISO 27001, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est chaque pays qui fixera les exigences. Et c'est des choses qui vont arriver en 2023-2024. Et c'est là notamment qu'on retrouve aussi les réglementations sur les objets connectés, avec interdiction d'avoir un mot de passe en clair, avec une obligation d'avoir la possibilité de changer ce mot de passe, par exemple, des choses comme ça. Donc NIS 2, c'est ce que je venais d'expliquer. Donc renforcer la cybersécurité des produits où il y a du numérique dedans. Donc les smartphones, les jouets, les ordinateurs, les produits stratégiques, systèmes d'exploitation, etc., etc.
Voilà, donc j'ai un petit peu terminé sur cette partie-là, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et que ce soit maintenant ou plus tard d'ailleurs, hein, je vous invite à... Donc je peux revenir sur le slide d'avant. Donc voilà, c'est vraiment une extension un petit peu de la norme CE, mais pour les produits numériques. Je dirais ça un petit peu comme ça. C'est pas exactement comme ça c'est libellé, mais l'idée c'est d'imposer un certain nombre de règles sur tous les produits qui sont numériques et sur la partie sécurité, donc notamment ce que je disais sur les mots de passe, etc. Ok, de toute façon, les slides, on vous les enverra aussi avant à l'issue de ce webinaire, donc vous les aurez à disposition si vous voulez récupérer des éléments. Avec les sources également, à la fin du slide, il y a la liste de toutes les sources qui ont été utilisées pour construire ce webinaire. Donc, Kiwi Backup, là, on va parler un petit peu plus de sauvegarde et donc, de notre service Kiwi Backup et de comment il contribue à la sécurité de votre système d'information. Donc, Kiwi Backup fait du backup, ça c'est assez facile à comprendre, et avec trois caractéristiques clés qui pour moi sont un des éléments qui contribuent à la sécurité. C'est la sauvegarde externalisée, donc les données, une fois qu'elles sont sauvegardées chez Kiwi, elles ne sont plus dans votre système d'information. Donc si vous détruisez votre système d'information, s'il est attaqué par un cryptovirus, si un pirate s'est introduit dans vos réseaux et peut faire n'importe quoi sur votre système, ben, il ne pourra rien faire sur la sauvegarde. Ça, c'est vraiment important, c'est que cette sauvegarde elle soit isolée de votre système d'information. Ensuite, elle doit être immuable, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir modifier un backup. Donc, notamment, la plupart des systèmes d'attaque, par exemple, vont aller supprimer les snapshots Windows. Windows permet de faire des snapshots de son disque et du coup de s'en servir un petit peu comme un système de backup. Mais la plupart des systèmes comme Loki ou autres vont supprimer tous les snapshots de votre système. Donc, à partir du moment où on a un moyen de supprimer ou de modifier un backup, c'est pas immuable. Et donc, c'est sensible à une attaque. Et ensuite, avoir un historique suffisamment long. Donc, chez Kiwi, c'est 90 jours par défaut. Donc, le minimum qu'on puisse avoir, c'est 90 jours, avec une option à 365. Et ce qui vous laisse le temps de détecter l'attaque, de pouvoir revenir à la version avant l'attaque. Et si vous n'avez que 3 jours, c'est souvent pas suffisant, quoi. Donc souvent on dit 3 versions de sites et une externalisée. 3 versions pour moi c'est pas suffisant. Là l'hôpital de Corbeil-Essonnes c'était 11 jours de détection. Donc, si vous resterez 3 jours avant, le pirate il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton et vous réinjecte son système. Donc vous n'avez rien gagné. Donc ces 3 points-là sont essentiels. Après, il y a d'autres caractéristiques, mais ces 3 points-là sont essentiels pour la sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est que Kiwi Cloud? Alors, nous, on a une certification ISO 27001 et HDS. Ça veut dire qu'on a l'autorisation de stocker des données de santé, donc qui sont des données personnelles hypersensibles. Et en termes de sécurité, on héberge uniquement en France. Donc ça, c'est plutôt de la sécurité juridique. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis au Cloud Act américain, etc., qui permet aux grosses autorités américaines d'accéder à n'importe quelle donnée hébergée sur son sol ou par des entreprises qui ont leur siège aux États-Unis. Donc ça, c'est pas notre cas. Nous, on est à notre siège en France et on héberge en France et donc on n'est pas soumis à cette réglementation. Les données sont chiffrées pendant le transfert, évidemment. On a un historique de 90 jours, je l'ai déjà dit, une administration avec une authentification double facteur, et on est conforme au RGPD parce que c'est une obligation HDS et que c'est une obligation de tout le monde, de toute façon. Mais nous, on a la particularité, c'est d'avoir 2 audits par an sur ce sujet-là, notamment sur la sécurité, mais aussi sur RGPD. C'est un outil simple, je n'ai pas dit ça, mais les outils qui sont trop compliqués sont souvent mal paramétrés. Et un outil simple,
marche toujours beaucoup mieux et est plus facile à comprendre et à bien utiliser. Donc la simplicité, pour nous, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire que l'outil est simpliste, il y a de la complexité dans Kiwi, mais pour l'utilisateur, ça doit être simple. Ça doit être automatique et quotidien. Donc on ne doit pas avoir besoin de s'en occuper. Il ne faut pas qu'il y ait d'intervention humaine dans la sauvegarde quotidienne. Ensuite, il y a des systèmes d'optimisation qui permettent de faire des backups rapidement, efficacement, de gros volumes, avec notamment de la déduplication de données à la source. On va aller extraire les blocs qui ont changé et ça permet d'avoir des temps de backup hyper courts. Et on peut découper l'espace de sauvegarde à volonté, faire une restauration 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, vous êtes autonome sur la restauration, évidemment. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps. C'est-à-dire qu'un client Kiwi, il ne doit pas passer sa journée à gérer ses backups. L'idée, c'est que ça soit facile. Donc, on a vu tout à l'heure la partie installation facile. Un paramétrage intuitif, je coche les dossiers que je veux sauvegarder, j'appuie sur le bouton, je mets 1 heure et c'est terminé. Et si je ne mets pas d'heure, on en met une pour moi. Ça, ce n'est pas un problème. Et surtout, on vous donne un outil d'administration centralisé. C'est-à-dire que si vous avez un parc de 200 ou 500 machines à sauvegarder, vous n'allez pas les regarder une par une. Il vous faut des outils d'administration qui vous permettent d'un seul coup d'œil de visualiser l'état de votre parc. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ces notifications quotidiennes, c'est de surveiller. C'est-à-dire qu'un backup, il ne faut pas l'installer et se dire ouais, je pense que ça marche. Non, on doit vérifier tous les jours. Donc nous, on envoie systématiquement des mails de backup en erreur quand il y a une erreur sur une machine. Ça peut arriver qu'une machine se remplisse, qu'une personne soit malade, que son PC soit éteint, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on doit surveiller et s'assurer que ça ne dure pas trop longtemps. Et c'est un outil multiplateforme donc, qui supporte Windows, évidemment, 90% de nos clients. Mais également Mac, Linux, Office 360, les NAS, Synology et QNAP. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année qui nous permet d'installer l'agent directement sur le NAS et donc du coup de simplifier encore l'usage. Donc l'idée, c'est de sauvegarder les données du NAS à l'extérieur. Hein. Ce n'est pas d'utiliser le NAS comme sauvegarde. Souvent, c'est un petit peu fait pour ça. Certains NAS sont utilisés comme sauvegarde, mais du moment qu'elle reste à l'intérieur du système d'information et accessible depuis les autres machines, la protection qu'elle offre, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant contre un cryptovirus, par exemple. Donc nous, on va installer un agent qui va externaliser les données du NAS. Voilà. En 2 mots, donc ça, c'est les différentes sources. Évidemment, je ne vais pas vous les lire, parce que et c'est là qu'on a retrouvé toutes les informations, les baromètres, l'étude saisine, etc., etc. Et puis, voilà nos différentes informations de contact. Donc, si vous avez des projets de déployer une sauvegarde sur un parc, sur votre parc machine ou de changer votre système de sauvegarde, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, Stéphanie, qui est notre directrice commerciale, est à votre disposition et moi-même également s'il y a des questions plus techniques. Et merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je termine? Ouais, effectivement, il y a eu la faille LastPass, j'en ai pas parlé, mais en fait, LastPass, c'est un système de gestion de mots de passe, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui permet de stocker ses mots de passe avec un mot de passe maître qui vous permet d'accéder à votre coffre-fort de mots de passe. Ça, c'est pour répondre à la bonne pratique qui est de dire un site web égale un mot de passe. Donc, évidemment, si vous mettez le même mot de passe partout, ça, c'est une erreur. Et quand on a 200 comptes un petit peu sur 200 sites, on a beau avoir un cerveau, ça devient compliqué. Donc, on a besoin d'un outil justement pour stocker ces mots de passe et de pouvoir y accéder. Donc, LastPass a subi un certain nombre d'attaques. Évidemment, ça c'est tentant quand même pour un attaquant de se dire
super, je vais pouvoir récupérer les mots de passe de millions de personnes. Et donc, j'ai pas de solution, claire par rapport à l'espace. Changer d'outil, est-ce que l'autre outil sera mieux? Je ne sais pas. De toute façon, si les données ont déjà fuité, c'est trop tard. C'est-à-dire, c'est pas en changeant d'outil que la vulnérabilité a disparu. Donc, changez vos mots de passe. Ça, c'est par contre, ça c'est un élément essentiel. Et mettez en place du double facteur, parce que là, même si on vous vole votre mot de passe, s'il n'y a pas le double facteur, ça ne permet pas à l'attaquant d'entrer. Et au moins, vous êtes au courant de quel compte a été corrompu. Et donc, derrière, vous changez de mot de passe et vous avez une protection. Donc, le double facteur répond un petit peu à cette problématique-là. Et aujourd'hui, on parle aussi de no password, de système passwordless, avec des tokens, avec des outils qu'on peut avoir en main, comme vos clés de voiture. Aujourd'hui, vous ne démarrez pas de votre voiture avec un mot de passe. Vous avez une clé. Si vous n'avez pas la clé, vous ne démarrez pas, point. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui sont en train de se déployer de cette manière-là. Alors, effectivement, on prévoit de rajouter un nouvel authenticator, Microsoft Authenticator. Il y a d'autres systèmes d'OTP comme système de 2FA en plus du SMS. On gardera le SMS pour certains usages et on va rajouter ça c'est prévu dans les prochains mois. Éventuellement aussi des tokens, de l'authentification. Donc il y a déjà le mail, il y a des choses comme ça. Ça, c'est en cours de développement. Voilà, merci pour votre participation, merci pour les questions, notamment, et puis à bientôt. Donc, je rappelle que le webinaire est enregistré, qu'on vous l'enverra prochainement. Merci.